Diffusés tous les jours de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont de nouveau cette semaine réalisés par Lady Portis-Guérin avec Jacques Vincent à la technique et préparés par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Julien Tricard, Mathilde Unger et Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez à 10h50 pour le journal des nouveaux chemins qui, tous les jours, prend en charge pour vous l'actualité éditoriale des sciences humaines, en compagnie tout à l'heure de Thibaut de Saint-Maurice, qui publie le tome 2 de sa philosophie des séries. Quant à nous, c'est le début d'une semaine déjà trop courte sur le plus français des philosophes allemands, Friedrich Nietzsche, à l'œuvre de qui les chemins de la connaissance, tous les chemins de la connaissance, reviennent régulièrement comme à leur point de départ. Demain, mardi, son futur nouveau biographe Dorian Astor vous racontera la vie, c'est-à-dire l'œuvre de Nietzsche. Mercredi, Olivier Ponton vous parlera de connaissance, de passion de la connaissance. Jeudi, Patrick Voetling reviendra sur la façon dont Nietzsche critique les philosophes. Et vendredi, enfin, Céline Denat vous parlera du rôle ambivalent de l'histoire dans la philosophie du poète. Mais aujourd'hui, même s'il est imprudent de boire du champagne alors qu'on est encore à jeun, c'est en compagnie de Guillaume Métayer que nous entamons l'éternel retour à Nietzsche par le biais de sa parenté avec Voltaire. Si l'histoire des idées ne vaut que par les connexions qu'elle opère et l'art de rendre contemporains des étrangers, alors elle n'est pas tout à fait inutile. Nietzsche et Voltaire, c'est le bonheur du jour. Ne s'attacher à aucune personne, fût-ce la plus aimée. Toute personne est une prison et aussi un refuge. Ne s'attacher à aucune patrie, fût-elle la plus souffrante et la plus démunie. Il est déjà moins difficile de détacher son cœur d'une patrie victorieuse. Ne s'attacher à aucune compassion, s'adressa-t-elle à des hommes supérieurs dont un hasard nous révéla le rare martyre et l'abandon. Ne s'attacher à aucune science, nous attira-t-elle par la promesse des découvertes les plus précieuses, des découvertes qu'elle semble nous réserver. Ne pas s'attacher à son propre détachement, à cette volupté du lointain qui est celle de l'oiseau volant toujours plus haut pour voir l'espace s'élargir sous ses ailes, c'est le péril de celui qui vole. Ne pas s'attacher à ses vertus et ne pas sacrifier son être total à une particularité quelconque, par exemple à son goût de l'hospitalité, péril par excellence des âmes nobles et riches, qui sont prodigues et comme insoucieuses d'elles-mêmes et portent jusqu'au vice la vertu de générosité. On doit savoir se garder. C'est la plus forte preuve d'indépendance. Bonjour Guillaume Métayer. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur les nouveaux chemins. On commence avec vous cette semaine sur Nietzsche et autour de lui, Nietzsche et Voltaire. Chez Flammarion, c'est votre livre avec une préface, et il faut le dire, de Marc Fumaroli. Rien de moins. Nietzsche et Voltaire sont deux esprits libres. C'est ainsi peut-être qu'il faut penser le lien à faire entre les deux. Et par là même, d'ailleurs, la nécessité de distinguer, on va y revenir ensemble, le libre penseur et l'esprit libre, au sens peut-être que l'esprit libre donne à l'indépendance, Guillaume Métayer. Oui, tout à fait. Le sous-titre du livre, c'est de la liberté de l'esprit et de la civilisation. Et la notion d'esprit libre chez Nietzsche n'a pas été pensée jusqu'à présent dans son rapport avec Voltaire, finalement. Alors même que le terme d'esprit libre, de libérateur de l'esprit, de liberté de l'esprit est sans cesse employé par Nietzsche pour parler de Voltaire, à qui, en 1878, il dédie précisément Humain trop humain, comme à l'un des plus grands libérateurs de l'esprit, Humain trop humain, qui est un livre pour esprit libre. Livre pour esprit libre, il dit en mémoire de Voltaire, pour le 100e anniversaire de sa mort, le 30 mai.
1778. La sœur de Nietzsche, qui est le plus mauvais interprète et le plus falsificateur ou falsifiant des interprètes de Nietzsche, a dit que cette dédicace était tout à fait anecdotique, secondaire, sans intérêt. Or, c'est très exactement le contraire, et c'est notamment ce que vous montrez dans votre livre. Humain trop humain, en tout cas sa première partie, est véritablement, non seulement parle beaucoup de Voltaire, mais c'est un texte voltairien, il faut le dire. Exactement. En fait, la sœur de Nietzsche n'avait pas tellement intérêt, on connaît ses amitiés futures avec le national-socialisme notamment, elle n'avait pas tellement intérêt à faire de son frère un disciple du roi des Lumières françaises, qui était Voltaire. Donc elle a essayé de gommer cette similarité, cette ressemblance et cette parenté, en expliquant que les dédicaces avaient simplement été appelées par l'anniversaire. Or, il y a des lettres de Nietzsche qui montrent qu'il a attendu précisément le 30 mai, il demandait à son éditeur d'attendre le 30 mai pour que ça paraisse pour Voltaire. Et le livre Humain trop humain, et pas seulement Humain trop humain, est tissé de références à Voltaire et d'imitation du geste et de la pensée et de l'écriture voltairienne. C'est très frappant. Et alors, quand les références à Voltaire se doublent donc d'une imitation de Voltaire, à qui Nietzsche emprunte notamment, par exemple, le goût de l'aphorisme, plus exactement chez Voltaire, la façon qu'a Voltaire de terminer ses paragraphes, au fond, par des sentences étincelantes. Nietzsche a emprunté ça, alors on dit souvent qu'il l'emprunte aux moralistes français du siècle précédent, mais pas seulement. Nietzsche l'a emprunté certes à La Rochefoucauld, mais aussi à Salluste dès le début, et puis à Voltaire ensuite. Et il y a là peut-être un héritage stylistique de Nietzsche très important dans sa démarche. Exactement, je crois qu'on ne peut pas mieux décrire les choses. En fait, vous faites référence à la pointe finale, qui est l'esprit épigrammatique, dont parle Nietzsche lui-même à propos de son propre style, à propos de Salluste et à propos de Voltaire. Dans des notes qu'il avait prises sur un manuel très important d'histoire de la littérature française du XVIIIe siècle. Donc en réalité, il y a une parenté épigrammatique de ces deux auteurs. D'ailleurs, Nietzsche a écrit des épigrammes qui ont été en général traduites quasiment en prose ou en vers libre, alors que ce sont des petites épigrammes à la manière de Voltaire finalement, à la manière du serpent qui piqua Jean Fréron. Sauf évidemment que ce sont des épigrammes philosophiques portant un sens symbolique, ce qui n'est pas le cas des épigrammes voltairiennes. Donc nous avons en fait deux philosophes qui sont des épigrammatistes en un sens et des satiristes. Et ça, c'est quelque chose de très particulier à Voltaire. Et c'est l'usage du rire finalement, qui est un moteur de la liberté de l'esprit, à la fois son signe et son élan. Est-ce qu'il ne faut pas faire une différence entre l'usage du rire chez Voltaire qui relève de l'ironie, bien souvent, au sens où Voltaire, quand il raille quelque chose ou quelqu'un, a toujours une idée derrière la tête. À la fois, il le fait au nom d'une certaine idée de la justice, par exemple, et dans le même temps, il le fait véritablement pour détruire son adversaire, comme si la destruction de ses adversaires, et souvent de ses contemporains d'ailleurs, était une fin en soi chez Voltaire, alors que peut-être chez Nietzsche, on va en parler notamment jeudi avec Patrick Voetling, la destruction est souvent un dommage collatéral d'une démarche affirmative. Et à cet égard, je me demande si chez Nietzsche il n'y a pas plus d'humour que d'ironie, au sens d'ailleurs où Nietzsche peut se moquer de lui-même et des paradoxes ou des contradictions insurmontables qu'impliquent des aphorismes comme par exemple il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Alors dit Nietzsche, du coup ce que je viens de dire là est une interprétation, n'est pas un fait. Et Nietzsche de se réjouir en disant oui, tant mieux. Ça c'est le genre de truc qu'on ne trouve pas chez Voltaire. Nietzsche, en effet, explique dans Humain trop humain même qu'il dépasse Voltaire. Il dépasse l'humour de Voltaire. Il dit la raillerie de Voltaire sur le mariage, sur les prêtres, etc. Je peux à la fois la reprendre, la prolonger, et en même temps, il faut se moquer de la profondeur de notre compréhension. Il faut se moquer de notre propre raillerie. Évidemment, il y a quand même de l'autodérision aussi chez Voltaire. Je pense qu'on en trouverait. C'est pas noir et blanc, bien entendu. Mais ce que vous dites est très intéressant concernant le rire de Voltaire, la destruction et la construction. En fait, il me semble que la grande différence réside évidemment dans le fait que Voltaire est théiste et que Nietzsche est, disons athée, en tout cas le chantre de la mort de Dieu. Donc le rire voltairien détruit parce qu'il n'a pas besoin de construire. Le monde est déjà un ordre. Il y a un Dieu,
il y a un ordre du monde, des lois de Newton, etc. Donc il suffit de détruire la superstition et le monde s'affirme de lui-même. Au fond, si Voltaire dénonce fanatisme et superstition, c'est parce qu'il a une certaine idée de la façon dont le monde est ordonné, alors que pour Nietzsche, on dévoile à cet égard un chaos qu'il s'agit ensuite de conquérir par une forme de maîtrise, mais plus stylistique que ontologique. Voilà, il y a quand même chez Voltaire une vraie recherche. Il n'a pas toujours déjà trouvé ce qu'il cherche. Mais il y a une curiosité, il y a une ouverture d'esprit. Mais il y a cette certitude, finalement, qu'il retrouve sans cesse dans tous les systèmes, dans toutes les religions, que l'on peut en enlever le fanatisme et la superstition, un petit peu comme une gangue, et que l'on peut retrouver l'or d'une révélation naturelle. Et ça rend évidemment son humour beaucoup plus serein aussi, mais beaucoup moins profond peut-être que l'humour de Nietzsche. Esprit libre. Ce terme froid fait du bien, il réchauffe presque. On vit, sorti des chaînes de l'amour et de la haine, sans affirmer, sans nier, volontairement proche, volontairement lointain, de préférence s'esquivant, éludant, essayant un coup d'aile, déjà loin, déjà reparti en plein vol, on est blasé, comme quiconque a jamais vu au-dessous de soi un immense chaos de diversité. Et l'on est désormais tout le contraire de ces gens inquiets de choses qui ne les regardent pas. L'esprit libre, ce qui le regarde en fait maintenant, ce ne sont plus que des choses, et combien de choses qui ont cessé de l'inquiéter. C'est du Nietzsche qu'on entend. À tous égards ici, c'est le texte et les compositions de Nietzsche. En l'occurrence, c'est une sonate en sol majeur qu'il a composée à 14 ans. Nietzsche n'était pas un grand musicien, mais il était doué quand même, Guillaume Métayer. Restons un instant sur ce paradoxe de l'esprit libre et de la différence qu'il faut faire avec le libre penseur. Vous avez présenté Voltaire tout à l'heure comme le roi des Lumières, et à juste titre. Néanmoins, et c'est là peut-être que le bas blesse, ou en tout cas il y a une difficulté qu'il s'agit de résorber ou de comprendre. Nietzsche n'est en rien lui-même, enfin ne reprend pas les principes fondamentaux de la philosophie des Lumières, ou alors s'il les reprend, c'est pour les subvertir. Est-ce qu'il n'y a pas chez Voltaire une prise possible qui le tirerait du côté d'une forme d'anti-modernité, ou bien d'extrême modernité justement, ou en tout cas d'un rapport au présent qui le ferait échapper aux dogmes, et je mets le mot entre guillemets, qui sont ceux du XVIIIe siècle et de la philosophie des Lumières. Et donc à cet égard, Nietzsche pourrait et donc un Voltaire dont Nietzsche à cet égard pourrait se réclamer bien plus que d'un Rousseau par exemple. Oui, tout à fait. En fait, il y a finalement deux critiques des Lumières. Il y a une critique qui est la critique de Rousseau. Il y a une critique, on pourrait presque dire interne, qui est la critique de Voltaire. Voltaire, c'est une activité littéraire et philosophique de 70 ans à peu près. Donc évidemment, c'est un peu facile de parler de Voltaire comme ça, sans prendre les évolutions. C'est comme dire le voltairianisme d'ailleurs. Voilà. Bon. Le voltairianisme, ça c'est très 19e siècle. Donc Voltaire marque un certain nombre de limites des Lumières, et notamment c'est ça qui intéresse Nietzsche, c'est l'homme Voltaire, l'esprit libre, son incarnation dans l'individu philosophant, l'individu pensant, l'individu qui exerce librement son jugement. Et c'est ça qui intéresse Voltaire chez les Anglais, la liberté de penser. Et cette liberté, elle s'inscrit dans le corps, elle s'inscrit dans l'appartenance sociale à une société de cour, par exemple. Elle s'inscrit dans la vie de Voltaire, dans sa vie errante, d'exilé en Angleterre, sa vie en Suisse, à la frontière suisse. Ce qui intéresse Nietzsche, c'est cet individu qui incarne une souplesse, une danse du style, une danse de la pensée. Et là, une plasticité, une souplesse. Et une élégance. Et là, dans tous ces concepts, en fait, on comprend que ce n'est pas un programme des Lumières, dans un sens figé, qu'il s'agit de retrouver pour Nietzsche, mais une attitude d'esprit libre, précisément, une forme de force individuelle à penser par soi-même. Et en ce sens, déjà, on peut dire qu'il a sorti Voltaire du programme des Lumières.
Et puis, penser par soi-même, c'est ici aussi savoir ne pas forcément juger ce que l'on désapprouve ou les attitudes que l'on désapprouve. En tout cas, c'est inciter son lecteur à développer une attitude compréhensive plus que judicatoire à l'endroit de ses ennemis et de ses adversaires. Il y a une lettre de Nietzsche dans laquelle il parle de son détachement à l'encontre de Wagner. C'est une lettre à Peter Gast, je crois, dans laquelle il dit « Il me semble tellement absurde de s'obstiner à avoir raison au prix de l'amour et de ne pouvoir communiquer ce qu'on a en soi de plus sérieux pour ne pas s'aliéner la sympathie. De là viennent toutes mes larmes, dit Nietzsche, il me semble qu'il y a ici chez Nietzsche une tendance à dénoncer finalement le rousseauisme. Cette fois-ci, on peut en faire un isme d'ailleurs, qui serait au fond la position du philosophe martyr de sa propre vérité, à qui Diderot, par exemple, aura raison de dire « il n'y a que le méchant qui soit seul ». Bref, il y a chez Nietzsche un anti-rousseauisme qui, pourtant, chez cet homme qui se vit lui-même bien souvent comme un martyr, est un refus de souffrir au nom de la vérité. Il y a chez Nietzsche une double polarité. En réalité, il y a, me semble-t-il, il y a une vague de passion, on pourrait dire, et en même temps le désir de fixer cette passion, de la refroidir. Vous utilisiez tout à l'heure, vous lisiez ce texte où il parle de froideur, mais il parle très souvent de froideur pour parler de Voltaire, de la liberté de l'esprit. C'est une manière de se refroidir. Donc, il y a à la fois une grande compréhension, une grande indulgence, une innocence du devenir, et en même temps, cette compréhension, elle inclut la vengeance, elle inclut l'ironie sarcastique, donc le sarcasme voltairien, l'épigramme dont on parlait tout à l'heure. Voltaire, c'est un peu ça, c'est cette manière de sortir des apories de la passion de philosopher aussi, hein, en passant de l'autre côté du miroir, en jouant avec sa propre passion de la connaissance, en la transformant en justement, vous parlez de champagne, ce dont on parle souvent pour Voltaire, en une forme d'ébullition volontairement superficielle. Le champagne voltairien qu'on retrouverait dans l'ivresse nietzschéenne, puisque Nietzsche après tout fait grand cas d'une ivresse modérée, car c'est une ivresse qui doit ouvrir les yeux et non pas la refermer. D'ailleurs, de ce point de vue, Nietzsche est aussi pascalien que voltairien. On va entendre, tiens, tout de suite un texte de Voltaire, un premier chapitre du traité de métaphysique de Voltaire, dans lequel on observe ce double statut finalement de l'observateur que Nietzsche lui-même reprendra à son compte, et d'ailleurs que Spinoza avait thématisé avant l'un et l'autre, qui est l'aptitude à s'élever au-dessus des contingences humaines pour avoir une vue synoptique, globale du monde, mais une vue dont la globalité n'entame pas le goût du détail. Descendu sur ce petit amas de boue, et n'ayant pas plus de notion de l'homme que l'homme n'en a des habitants de Mars ou de Jupiter, je débarque vers les côtes de l'océan dans le pays de la Caffrerie. Et d'abord, je me mets à chercher un homme. Je vois des singes, des éléphants, des nègres, qui semblent tous avoir quelque lueur d'une raison imparfaite. Les uns et les autres ont un langage que je n'entends point, et toutes leurs actions paraissent se rapporter également à une certaine fin. Si je jugeais des choses par le premier effet qu'elles font sur moi, j'aurais du penchant à croire d'abord que de tous ces êtres, c'est l'éléphant qui est l'animal raisonnable. Nietzsche, Voltaire et le livre de la jungle, c'est le programme du jour en compagnie de notre invité Guillaume Métayer. Et la voix de Nietzsche, toute cette semaine, c'est Marianne Bassler. Bonjour, que faites-vous? Chut, l'exercice. Tu peux le faire aussi? Bien sûr, fais ce que je fais. Mais défense de parler sur les rangs. C'est interdit par le règlement. Il est permis, par le règlement des nouveaux chemins, de mettre en lien le livre de la jungle, Voltaire et Nietzsche, en particulier quand Voltaire parle des éléphants, alors que Nietzsche a tant fustigé lui-même d'ailleurs l'esprit de pesanteur, l'esprit de lourdeur, voire l'esprit de sérieux qu'il faut ici entendre en un autre sens. Guillaume Métayer, il y a chez Nietzsche
une double tentation, la tentation du retrait, du repli qu'on retrouve dans la figure de Zarathustra, et en même temps la nécessaire ou l'inévitable tentation de nouveau d'en revenir à la cité, de parler à tous, et de parler surtout à chacun, et d'être également attentif aux détails. Et il me semble qu'on trouve chez Voltaire, dont on serait bien en peine pourtant de discerner le système philosophique, on trouve chez Voltaire peut-être l'origine de cette ambivalence nietzschéenne, et de ce goût de l'élévation qui va de pair avec un amour des petites choses et de la nuance. Oui, c'est très juste. Il y a à la fois, il y a chez Nietzsche et Voltaire cette double polarité, en somme, ce mouvement de balancier. Chez Voltaire aussi, hein, bien sûr, il y a le retrait à Cirey, le retrait à l'abbaye de Senones, le retrait à Ferney, bien entendu. Et l'exil, comme pour Nietzsche. Hein. Et l'exil, et l'errance, et comme d'ailleurs pour les grands maîtres de la filiation européenne que Nietzsche reconnaît dans Humain trop humain, Pétrarque, Erasme, Voltaire, filiation des Lumières, dont il veut reprendre le drapeau à ce moment précis de sa philosophie. Et il y a en effet, c'était le texte que lisait Marianne Bassler tout à l'heure, il y a ce regard hors centre, hein, ce regard excentré que décrit Voltaire, qui lui vient de ses recherches cosmologiques, qui lui permet à la fois une vision panoramique, qui est une vision d'ailleurs qui relève du jugement de valeur, hein, et en même temps, il y a chez ces deux philosophes une extraordinaire érudition. Ce sont deux philosophes philologues. Voltaire était philosophe et pour les besoins de sa philosophie s'est fait philologue. L'essai sur les mœurs, il s'est fait historien de l'Église, historien de la France, historien de toute l'Europe. Et Nietzsche, lui, c'est bien sûr la philologie qui s'est faite philosophie. Il était philologue, il a donné des cours de philologie à Bâle, rappelons-le, hein, Nietzsche n'était pas professeur de philosophie, malgré le fait qu'il l'ait demandé d'ailleurs une fois, on lui a refusé cette chaire, puisqu'il l'a fait en disant qu'il l'étouffait dans son rôle de philologue. Il avait été nommé professeur de philologie alors qu'il n'avait pas l'habilitation universitaire pour le faire. C'est un passe-droit dont il a bénéficié à 24 ans. Nietzsche était philologue et c'est la philologie, c'est l'amour de la langue, c'est le goût de la langue qui l'a conduit aussi à la philosophie ou à déployer des concepts qui faisaient qu'ensuite il étouffait dans sa discipline première. L'érudition de Nietzsche est une érudition voltairienne. Nietzsche, incontestablement, a lu beaucoup Voltaire. Vous vous posez la question dans votre livre, Guillaume Métayer. Nietzsche a-t-il lu Voltaire ? Écoutez, il l'a sûrement lu. En vérité, c'est un débat philologique. D'un point de vue philosophique, on pourrait se dire que finalement, la question se pose assez peu dans la mesure où ils ont un caractère commun. Néanmoins, il y a des passages où Nietzsche recopie littéralement Voltaire. On a entendu tout à l'heure donc un petit extrait du traité de métaphysique dans lequel Voltaire citait ses habitants de Mars ou de Jupiter, expression qu'on va retrouver à la lettre dans le texte qu'on va entendre ici, qui est extrait de Vérité et mensonge au sens extramoral, un texte de jeunesse de Nietzsche et dont le génie pourtant et l'alacrité a rarement été égalé, même dans les textes plus tardifs. Écoutez. Je voudrais, dans la recherche de l'homme, me conduire comme j'ai fait dans l'étude de l'astronomie. Ma pensée se transporte quelquefois hors du globe, de la Terre, de dessus laquelle tous les mouvements célestes paraissent irréguliers et confus. Et après avoir observé le mouvement des planètes comme si j'étais dans le Soleil, je compare les mouvements apparents que je vois sur la Terre avec les mouvements véritables que je verrais si j'étais dans le Soleil. De même, je vais tâcher, en étudiant l'homme, de me mettre d'abord hors de sa sphère et hors d'intérêt, et de me défaire de tous les préjugés d'éducation, de patrie, et surtout des préjugés de philosophe. Je suppose, par exemple, que né avec la faculté de penser et de sentir que j'ai présentement, et n'ayant point la forme humaine, je descends du globe de Mars ou de Jupiter. Je peux porter une vue rapide sur tous les siècles, tous les pays, et par conséquent sur toutes les sottises de ce petit globe. Cette supposition est aussi aisée à faire, pour le moins, que celle que je fais quand je m'imagine être dans le Soleil, pour considérer de là les 16 planètes qui roulent régulièrement dans l'espace autour de cet astre. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs,
pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. Guillaume Métayer, l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Guillaume Métayer qui est l'auteur de Nietzsche et Voltaire, chez Flammarion, dans une semaine, sur Nietzsche. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Chanson nietzschéenne de Pierre Berger et Balavoine en interprète ici. Guillaume Métayer, quelle est la différence entre l'esprit libre et le libre penseur? On se dit que le libre penseur est progressiste, ce que l'esprit libre, qui est détaché, on l'a vu dans le texte de Par-delà bien et mal que j'ai lu au début de cette émission, l'esprit libre est si détaché de toute chose qu'il est détaché de son détachement lui-même, comme de toute ambition progressiste, et que donc à cet égard, leurs humeurs ne sont pas les mêmes. Et pourtant, on retrouve entre le libre penseur et l'esprit libre des points communs très puissants. La dénonciation des préjugés, de la superstition, du fanatisme, le combat contre l'infâme, au fond, que Nietzsche et Voltaire partagent, à ceci près peut-être que Voltaire est théiste, ce que Nietzsche n'est pas, et que peut-être que Voltaire croit encore à la possibilité de s'affranchir de l'infâme, ce dont Nietzsche donne le sentiment de douter de plus en plus à mesure qu'il chemine dans son œuvre. Oui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le dépassement de Voltaire, même dans Humain trop humain. Voltaire reste rivé. Faut rappeler juste, Humain trop humain, c'est 1778, c'est-à-dire 1878, vous avez raison de me le dire. C'est 1778, c'est l'hommage à Voltaire. C'est 1878, c'est quasiment ce qu'on appelle une œuvre de jeunesse, au fond. Pour Nietzsche, on n'est pas encore dans les grandes œuvres des années 80, qui commencent par Aurore. C'est un peu la première œuvre... C'est aussi un peu la première œuvre nietzschéenne de Nietzsche, en un sens. C'est la première œuvre par aphorisme, c'est la première œuvre critique, c'est la première œuvre par laquelle il sort de la linéarité et, définitivement d'ailleurs, de son Wagnero-Schopenhauerisme, on pourrait dire. Donc, le libre penseur reste rivé à une foi concurrente, finalement, de la foi chrétienne à laquelle il s'attaque. Il construit une foi morale concurrente et Nietzsche parle des libres penseurs français Voltaire et Auguste Comte comme deux penseurs qui se sentent obligés de surenchérir sur la morale du christianisme. Donc il y a un moralisme, il y a un moralisme du libre penseur, ce qui justement n'est pas le cas chez Voltaire. Enfin, n'est pas complètement le cas chez Voltaire en tant qu'esprit libre. L'esprit libre de Voltaire comme esprit libre, ça permet de faire la différence entre les thèses de Voltaire, qui sont des thèses de libre penseur, et le personnage finalement que joue le philosophe Voltaire sur la scène philosophique, qui est un personnage, lui, immoraliste, satiriste, libertin, décrit comme tel dans les dictionnaires allemands, comme un personnage méphistophélique. Donc il y a un immoralisme de Voltaire qui le fait tendre déjà vers l'esprit libre. Et c'est la raison pour laquelle je crois aussi Nietzsche s'intéresse en particulier à ce libre penseur. Vous parlez d'immoralisme, il faut se méfier ici, de ne pas confondre. L'immoralisme, c'est pas le fait d'avoir une sorte de morale de l'antimorale au fond. L'immoraliste, c'est celui qui n'encombre pas son jugement sur le monde de toute perspective morale, de la moindre perspective morale. L'immoralisme, d'un point de vue nietzschéen, c'est la grande disponibilité au monde que permet l'absence de point de vue moral, le renoncement à l'idée qu'il y aurait des phénomènes moraux et le constat qu'il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Et ça va avec le décentrement de l'homme.
Les philosophes des Lumières, dans l'héritage de Descartes d'ailleurs, reprennent le projet chrétien d'inscrire l'homme au centre du monde. Au fond, les Lumières sont un humanisme, comme on dit. Sauf que chez Voltaire, par exemple, quand on pense à des contes très légers comme Micromégas, notamment, il y a chez Voltaire l'ambition aussi de montrer à l'homme quelle est toute sa petitesse en réalité. Et de ce point de vue, Nietzsche et Voltaire, j'allais dire Nietzsche et l'homme, se retrouvent pleinement. Exactement. Finalement, les extraits du traité de métaphysique qui ont été lus tout à l'heure, on aurait très bien pu lire Micromégas et Vérité et mensonge au sens extramoral, commence par une sorte de Micromégas. Il y a chez Voltaire, dans le rêve newtonien de Voltaire, il y a une vision panoramique, celle dont on parlait tout à l'heure, synoptique, qui ramène l'homme à sa petitesse. Et notamment pour humilier aussi les excès de la théologie, de l'interprétation pneumatique de la nature, dont parle Nietzsche, les excès de l'intelligence aussi, et de la foi intellectuelle, qui est très frappant chez Voltaire, au même titre que chez Nietzsche. Vous parliez tout à l'heure de la critique des libres penseurs. Évidemment, il faut quand même en dire un mot. Le grand point commun, c'est même l'antichristianisme entre Nietzsche et Voltaire. L'esprit libre, c'est celui qui va se retourner finalement pour se libérer contre sa propre détermination. Et l'antichristianisme provient d'un fond de christianisme, de la même manière que Nietzsche dit « Votre christianisme vient de votre antichristianisme ». Il est évident que c'est un aboutissement du christianisme que cette critique antichrétienne. Il ne s'agit évidemment pas d'une christianophobie, c'est une chose tout à fait différente. Est-ce qu'à cet égard, l'ancêtre commun de Nietzsche et de Voltaire ne serait pas Pascal, qui est le premier contempteur de la petitesse de l'homme, des excès de l'intelligence, voire même d'ailleurs des excès de la foi, et le premier à reconnaître à l'athéisme, en tout cas le premier des chrétiens, à reconnaître à l'athéisme la marque d'une force d'esprit, tout en minorant cette force d'esprit, en disant que c'est une force d'esprit jusqu'à un certain degré seulement, qui est une phrase que Nietzsche et Voltaire auraient pu l'un et l'autre reprendre à leur compte. En effet, il y a une sorte de... Pascal est un peu le père, finalement, de Nietzsche et Voltaire. Il y a une sorte d'Oedipe partagé par les deux philosophes vis-à-vis de Pascal. Et là, on a toute une réécriture des remarques sur les pensées de Pascal qui termine les lettres philosophiques de Voltaire par Nietzsche dans Aurore. Aurore égrène, par aphorismes plus ou moins séparés, les critiques voltairiennes des pensées de Pascal. C'est très frappant. Mais en même temps, il partage, évidemment, c'est une explication avec Pascal, c'est un corps à corps avec un pascalisme, si on peut dire, profond. Mais ce pascalisme profond, c'est-à-dire un pascalisme sans Dieu, ou qui prendrait à la lettre peut-être la conception pascalienne d'un Dieu caché. Après tout, Pascal, comme Kant d'ailleurs, s'en prennent l'un et l'autre aux jésuites qui voudraient démontrer l'existence de Dieu, en expliquant que démontrer l'existence de Dieu ne permet plus de croire en lui, c'est-à-dire aussi de faire l'épreuve du doute. Est-ce qu'il n'y a pas chez Nietzsche, qui a toujours refusé de démontrer l'inexistence de Dieu, mais tout en affirmant sa mort, est-ce qu'il n'y a pas chez Nietzsche l'ambition aussi de voir ce qu'il peut y avoir de mortifère dans la volonté, par exemple, de démontrer l'existence de Dieu, ou bien d'indexer l'existence sous le régime des valeurs tutélaires? Guillaume Métayer. Eh bien, il y a, je crois, il y a un retournement de ce pascalisme dont je parlais, même si cette expression n'a pas beaucoup de sens, qui est tout à fait semblable chez Nietzsche et chez Voltaire, sous la forme d'une apologie du divertissement. En fait, c'est un petit peu la double polarité dont on parlait tout à l'heure. Quand on va c'est un retournement dialectique, c'est-à-dire quand on va au fond de ce pascalisme, on aboutit à son retournement. Et ce retournement dans la surface, profondeur et surface. Enfin, il y a toute une série de couples antithétiques et dialectiques chez Nietzsche qui expliquent l'émergence de Voltaire. Chez Pascal, l'homme qui se divertit montre qu'il est désespéré. Chez Nietzsche, l'homme qui croit en Dieu montre qu'il n'y croit pas. Voilà, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Sinon, il n'y croirait pas. Si Dieu existait, en somme, il... En fait, je crois qu'il y a une aversion, en tout cas une suspicion commune à Nietzsche et Voltaire pour les démonstrations.
notamment de l'existence de Dieu. Ils n'ont pas un esprit tellement démonstratif, puisque finalement, ce qui importe, c'est le champ des valeurs. Le champ du goût, le champ du rire, qui témoignent de valeurs en action. La démonstration, c'est déjà le signe d'un doute, évidemment. Ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. C'est Nietzsche qui le dit, et en cela, il est encore pascalien. Et au-delà de lui, Bergson est profondément nietzschéen. C'est très intéressant d'ailleurs en termes d'histoire des idées, Guillaume Métayer, de tracer comme ça des filiations inattendues, au fond, d'enjamber la linéarité ou une représentation linéaire de l'histoire des idées au profit d'une sorte d'histoire monumentale des idées où il y aurait comme autant de cataclysmes, comme autant de tremblements de terre, des rencontres stupéfiantes. Pascal, Voltaire, Nietzsche, Bergson, lire les philosophes de cette manière-là, avec leurs affiliations souterraines, leurs adhérences souterraines, c'est encore la meilleure façon de conduire l'histoire des idées, non? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'en réalité, on a peut-être eu un petit peu tendance, depuis les années 60, à s'intéresser aux évolutions lentes de l'épistémé, donc à aller chercher chez des Minoresses des changements absolument ténus, à en pister les moindres détails, alors que finalement, ce que fait Nietzsche, en tout cas, c'est plutôt ce que vous avez appelé, à juste titre, une histoire monumentale, alors ici des idées ou de la liberté de l'esprit. Donc il va chercher les grands héros de la liberté de l'esprit et essaye de les penser autrement qu'en les ramenant, comme on l'a beaucoup fait pour Voltaire, à la bourgeoisie voltairienne, finalement, en essayant d'en tirer autre chose, de voir comment ils pensent, comment ils écrivent, et non pas en les ramenant à un système préconçu de ce qu'est la philosophie. C'est amusant parce que parmi les affiliations de Nietzsche, parmi les emprunts de Nietzsche ou les détournements ou les dévoiements de la pensée de Nietzsche, il y en a deux très intéressants. Le premier, c'est le dévoiement rigoureusement libertaire, au fond, qui s'en tiendrait chez Nietzsche au stade du lion, qui se servirait uniquement de Nietzsche comme d'un contestataire, ou qui ferait de la contestation chez Nietzsche le fait premier de son travail, alors qu'il est affirmateur avant d'être contestataire. Et deuxième emprunt ou viol, ce serait de confondre l'esprit libre avec l'esprit libéral, qui consisterait qui culminerait dans une espèce d'éloge de l'autonomie, de l'individu autonome. Or, ce que Nietzsche entend par indépendance, et ce que Voltaire entend par indépendance, n'est pas tout à fait ce qu'on peut entendre aujourd'hui banalement par l'autonomie dont les esprits libres, et je mets le mot entre guillemets, les esprits libres d'aujourd'hui se flattent d'être les porte-paroles, Guillaume Métayer. Je ne sais pas qui sont les esprits libres d'aujourd'hui. Moi non plus. je n'ai pas vu, je n'en ai pas vu. Je cherche un esprit libre. Avec votre lanterne à la main, voilà. Au milieu de la cité, oui. Et donc je crois qu'en effet, ce qui est très intéressant aussi, c'est que Voltaire sert à Nietzsche pour construire l'esprit libre de manière tout à fait paradoxale et dialectique, là encore, sur la contrainte, sur un éloge de la contrainte. C'est ce qu'il appelle la danse dans les chaînes. La danse dans les chaînes, c'est une métaphore qu'il a trouvée dans les lettres choisies de Voltaire, qu'il lisait donc. Il a lu Voltaire, je le confirme. Et c'est une métaphore que Voltaire utilise pour parler du style et pour parler de la langue, pour parler de l'écriture poétique. Nietzsche va chercher dans la contrainte poétique le modèle de la manière dont on accède à une liberté. D'ailleurs, il appelle ça une apparence de liberté. Il y a toujours un deuxième ou un troisième ou un quatrième degré. C'est simplement une apparence de liberté. Et cette apparence de liberté, elle est acquise par l'exercice, ce qu'il appelle l'exercice, et par la contrainte. Exactement à la manière des poètes français qui se sont imposés énormément de contraintes pour arriver à un style particulièrement léger. On retrouve l'intuition nietzschéenne d'un chaos qu'il s'agit de domestiquer. Nietzsche n'est pas partisan d'un art chaotique, par exemple. Nietzsche, il aime Racine, il aime le grand style. Il est d'autant plus classique que le classicisme n'est pas chez lui déductible d'une certaine représentation du vrai qui serait elle-même une représentation du bien. Exactement. En fait, il partage des goûts très voltairiens. Le siècle de Louis XIV, comme l'un des apogées de l'histoire du goût et de l'histoire de la civilisation, c'est un héritage voltairien, bien évidemment. Et Nietzsche a trouvé dans les lettres de Voltaire, notamment des conseils stylistiques à Helvétius, qui l'ont beaucoup intéressé. Il les annote en marge, enfin on a sa bibliothèque, ou en tout cas une partie, et il y a trouvé tout un système, si on peut dire, d'éloge de la contrainte et d'accession à une vraie liberté qui n'est pas évidemment faire ce que l'on veut, pour reprendre des
des expressions typiques des sujets de bac de philosophie. Être libre, est-ce faire ce que l'on veut? On en reparlera dans les chemins quand on reviendra sur le bac philo, justement. Dans tous les pays d'Europe, écrit Nietzsche, et aussi en Amérique, il est maintenant des gens qui abusent de ce mot, esprit libre. Une sorte d'esprit très étroit, emmuré, enchaîné, qui veulent à peu près le contraire de ce qui est dans nos intentions et nos instincts, sans compter qu'à l'égard de ces philosophes nouveaux qui approchent, ils seront plus que jamais des fenêtres closes et des portes verrouillées. Brièvement et brutalement dit, ils appartiennent à l'espèce des niveleurs, ces esprits faussement qualifiés de libres. Ce sont des esclaves loquaces, des écrivailleurs au service du goût démocratique et de ses idées modernes, des êtres dépourvus de solitude personnelle, de braves lourdeaux, certes courageux et de mœurs respectables, mais sans liberté et risiblement superficiels. Car que dire de leur tendance fondamentale, qui consiste à voir dans les formes de la société existante la cause à peu près unique de tout le malheur et l'échec humain, ce qui n'est rien d'autre que de mettre joyeusement la vérité sur la tête et les pieds en l'air. Ce qu'ils aimeraient réaliser de toute leur force, c'est le bonheur du troupeau, pour tout le monde, le bonheur du troupeau qui pâture sa prairie, dans la sécurité, le bien-être, l'universel allègement de l'existence. Guillaume Métayer, de la même manière qu'il y a chez Nietzsche deux façons d'envisager l'esprit libre, il y a aussi deux façons de concevoir la légèreté. Avoir l'esprit de légèreté, ça n'est pas appartenir à la classe nivelante de ceux qui veulent s'alléger l'existence. Certes, cette légèreté est là encore finalement, il y a un modèle, comme on sait, il y a un modèle médical aussi chez Nietzsche. La légèreté nietzschéenne, c'est l'antidote que sécrète lui-même, qui vient, disons, sauver de lui-même l'esprit de pesanteur qui peut toujours peser pour suivre comme son ombre l'esprit philologique. Donc la légèreté nietzschéenne, c'est une production de l'approfondissement. C'est évidemment pas une légèreté de niveleur. En même temps, ce qui m'a frappé dans le texte que vous avez lu, c'est le rapport qu'on peut faire avec une description de Voltaire par Nietzsche comme perfection dans la médiocrité. Description qu'il a tirée de l'abbé Trublet, donc c'est pas du tout qu'il a trouvé dans les Goncourt, donc ça c'est la culture de Nietzsche, et finalement qu'il reprend à son compte en expliquant que ce n'est finalement pas si mal de savoir être parfait dans la médiocrité comme l'a été Voltaire, parce que c'est ça qui fait avancer et finalement valider dans l'histoire, si on peut dire, un certain nombre de pensées et de modes de pensée. Qu'est-ce qu'il appelle médiocrité quand il dit être parfait dans la médiocrité? C'est quoi la médiocrité au fond? Est-ce que ce n'est pas le démocratisme voltairien? Il n'y a pas vraiment de démocratisme voltairien. Alors chez Voltaire, évidemment, un des aspects, vous parliez de Rousseau tout à l'heure, qui intéresse Nietzsche, c'est qu'il n'y a pas d'égalitarisme voltairien. Il y en a un, mais il est limité, il est bridé, selon un concept important, à mon avis, de la filiation Nietzsche-voltairienne, le bridage. Donc, cette médiocrité, c'est cette manière qu'a eu Voltaire, finalement, de se rendre compréhensible pour faire passer des idées. Et en cela, Nietzsche le compare à Jésus. Il dit finalement, alors ce sont tous les deux des esprits libres, c'est-à-dire libérés de la loi pour un petit peu flotter comme ça au-dessus des eaux. Et de remarquables pédagogues. Et de remarquables pédagogues, utilisant la parabole dans le cas de Jésus et le conte philosophique, ancêtre de Zarathustra, dans le cas de Voltaire. On retrouve ces deux dimensions dont on parlait tout à l'heure. La tentation de l'isolement, au fond, d'écrire selon soi. La position nietzschéenne de celui qui se fiche d'avoir des lecteurs, qui ne veut pas être blâmé ou loué, qui aimerait peut-être que l'un d'entre eux le comprenne un jour, en tout cas qui prétend écrire pour l'avenir. Et le goût, malgré tout, soit de former des communautés, soit d'avoir des bons amis, au fond, des interprètes vigoureux, sans concession et chaleureux. Bref, il y a chez Nietzsche une critique du besoin de communiquer dont il fait l'expression de l'instinct grégaire par excellence, mais c'est un besoin dont il sait reconnaître le mérite chez ses meilleurs interprètes, dont Voltaire, dont le dictionnaire philosophique, par exemple, a répandu la pensée bien au-delà des sphères autorisées, ce dont Nietzsche lui sait gré. Exactement. Et il y a chez Nietzsche et Voltaire un moment, chez Nietzsche aussi, ce rêve d'une abbaye de Thélème.
L'abbaye de Sorrente, en fait. Exactement. C'est à ce moment-là, en particulier, au moment où il prépare d'ailleurs Humain trop humain à Sorrente, que Nietzsche a construit ce rêve. Ce qui l'intéresse aussi dans la perfection de la médiocrité, c'est le terme perfection. C'est-à-dire, qui reprend d'ailleurs l'idée que Voltaire est la perfection du goût des cours. Voltaire est toujours vu par Nietzsche comme une perfection, c'est-à-dire le dernier moment d'une lignée. Lignée du goût de cour, lignée des libres penseurs français, lignée finalement qui remonte à la Renaissance. Et cette perfection dans la médiocrité, c'est le signe que Voltaire est, on parlait de roi des Lumières tout à l'heure, est l'un des chefs du mouvement philosophique. Et pour Nietzsche, c'est très important si on fait une relation avec, disons, la volonté de puissance, dans un sens très large, c'est très important de concevoir que Voltaire est à la tête du parti philosophique. Juste un point, parce qu'on s'approche de la fin de cette émission, Guillaume Métayer. Juste un point, est-ce que finalement la grande objective différence entre Nietzsche et Voltaire ne vient pas du fait que Nietzsche, lui, n'est pas du tout antisémite ? Qu'est-ce qu'on appelle antisémite pour 1750 La peuplade arabe qui se prend pour fille de Dieu. Enfin, ce sont les expressions de Voltaire. Il y a dans les deux cas, il y a quand même un certain anti-judaïsme qui est une forme de l'antichristianisme, qui en est et sur laquelle Voltaire insiste énormément. Mais Nietzsche se donnait comme anti-antisémite, ce que Voltaire n'aurait jamais dit de lui-même, peut-être. Non, mais en réalité, chez Voltaire, il y a des relents, si on peut dire, antisémites, assez clairs. D'ailleurs, le Prince de Ligne est très étonné par l'obsession, disons, antisémite, si on peut dire, de Voltaire. Mais en même temps, il y a chez Voltaire des textes qui, au contraire, sont extrêmement, je dirais, même emplis de compassion pour le destin du peuple juif. C'est pas une différence, à mon avis, fondamentale. Je pense qu'ils ont à peu près la même position. Il y a un passage, et je le cherche à l'instant où je vous parle, et je le retrouverai pour les besoins de cette semaine, un dérapage antisémite de Nietzsche. Un seul dérapage, c'est Dorian Astor, avec qui on va discuter demain, qui le faisait remarquer. C'est une lettre, évidemment, à Wagner, dans laquelle Nietzsche dénonce ce qu'il appelle l'invasion judaïque. On reviendra sur cet unique, à ma connaissance en tout cas, dérapage antisémite de Nietzsche. On verra ce que ça donne demain. Pour l'heure, juste un point encore, Guillaume Métayer, Nietzsche est ultimement un professeur de silence. Il dit « On ne reste philosophe qu'autant qu'on garde le silence ». C'est le silence de l'être, c'est une façon d'élever le silence jusqu'à la musique, ou d'élever la musique jusqu'au silence, comme on élève la profondeur jusqu'à la surface. Nietzsche est le penseur du silence, et j'ai le sentiment que pour le coup, là, c'est le moment où Nietzsche s'affranchit de Voltaire pour construire sa propre pensée, se séparer au fond du pédagogue génial qu'était Voltaire, mais qui peine à concevoir une pensée homogène. Oui, Voltaire n'a pas besoin de construire une pensée homogène sa pensée, c'est le théisme, c'est-à-dire une pensée qu'il veut universelle et non pas individuelle. Ensuite, il y a un individu Voltaire qui, pour mettre en scène le théisme, évidemment, se met en scène sur la scène philosophique. Mais il y a quand même chez Voltaire un sens du silence et du mystère. Il y a énormément de textes de Voltaire qui se terminent sur l'exigence du silence. Le secret d'ennuyer et celui de tout dire, un aphorisme de Voltaire que Nietzsche a repris et qui, je crois, montre bien que Voltaire avait tout de même aussi le sens du silence. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. Voilà, Guillaume Métayer, merci d'être venu nous parler de Nietzsche et Voltaire. Nietzsche et Voltaire, donc c'est chez Flammarion, c'est de vous, avec une préface de Marc Fumaroli.
Et Simon & Garfunkel pour terminer cette émission, Sounds of Silence. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à ceux qui nous écrivent en se plaignant qu'on diffuse trop de chansons anglo-saxonnes, disent certains de nos auditeurs. Ils nous demandent d'en diffuser moins. La réponse est simple, il n'en est pas question. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound